Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une idée, je ne sais pas si elle est très raisonnable, mais je vais en parler quand même. Et à 15 heures, nous aurons un séminaire d'Anthony Boccaletti, qui est un ancien de notre équipe, qui était à l'Observatoire de Haute-Provence, et qui maintenant construit le coronographe du télescope JWST, successeur du télescope Hubble, et qui observe aussi des exoplanètes à partir du sol et qui va nous en parler. Bon, le thème général, vous commencez à connaître. Et les futures versions spatiales, j'en ai déjà beaucoup parlé, j'en parlerai à nouveau la semaine prochaine. Les choses commencent à avancer un tout petit peu du côté des agences spatiales, puisqu'il y a eu récemment un essai de 2 petits satellites pour tester la possibilité de les positionner l'un par rapport à l'autre en vue de projets d'interféromètre, et ça a très bien marché. J'en parlerai la semaine prochaine. Et je donne quelques précisions sur ce que j'ai dit la semaine dernière, d'abord à propos de ce montage que nous faisons dans les Alpes du Sud, dans une vallée perchée, dont la topographie se prête assez bien à l'installation d'un grand nombre de petits miroirs sur initialement 60 mètres à peu près, et ultérieurement peut-être jusqu'à 200 mètres, pour faire un télescope géant dilué, un hypertélescope, qui, dans un premier temps, renverra la lumière captée par une nacelle ici vers un petit télescope ici qui captera l'image. Bon, alors, les premiers essais sont prévus pour les mois qui viennent, avec d'abord deux petits miroirs de 15 cm. Il s'agit d'obtenir des interférences avec ces 2 miroirs espacés de 16 mètres pour commencer, c'est un essai. Et si ça marche, rien ne s'opposera à essayer d'installer 100 miroirs d'abord, et puis ensuite d'essayer d'agrandir à 200 mètres. Bon, ce qui donnerait un espèce de télescope géant dilué capable de former des images directes du moins lorsqu'il y aura une optique adaptative, et dont la résolution dépasserait tout ce qui a pu être fait jusqu'ici. Bon. Et puis, si ça marche, la suite logique serait d'essayer de proposer à l'Europe, par exemple, un hypertélescope à l'échelle de 1 km, par exemple. En attendant l'espace, on pourra faire un jour beaucoup mieux dans l'espace, ne serait-ce que parce qu'il y a plus de place. Mais on a intérêt à essayer de faire quelque chose sur Terre si on veut avoir des résultats rapidement. Bon, j'avais montré le site avec le câble qui était installé ici pour suspendre la caméra sur la surface focale. Si vous passez dans la région, vous êtes bienvenus pour venir visiter, voire donner un coup de main. Les petits miroirs ressembleront à ça, ils seront portés sur des trépieds très rigides, tous sur une même sphère, plus ou moins quelques microns, idéalement, pour que la lumière soit cohérente, et ensuite il y aura une optique adaptative qui la mettra en phase sur la caméra. Bon, et puis j'ai signalé qu'il y a ailleurs, dans l'Himalaya par exemple, des vallées plus grandes dont la forme se prêterait aussi peut-être à l'installation du même genre de système à une échelle plus grande, par exemple 1 km. Bon, par exemple ici dans l'Himalaya. Alors je vous signale que Google Earth est un moyen extrêmement commode de repérer les sites possibles qui auraient une topographie adéquate. Il suffit d'incliner le paysage vers l'ouest ou vers l'est et on voit les enfilades de vallées, parce qu'il faut que la vallée soit orientée est-ouest. Bon, idéalement un cratère conviendrait mieux, mais les cratères sont rares.
et des vallées qui ont un profil cylindrique plutôt que sphérique sont moins bien, mais enfin ça convient à peu près lorsqu'il s'agit d'observer au voisinage du transit méridien de l'étoile. Bon, alors les cratères, en voilà un qui est célèbre dans l'Arizona, cratère d'impact de météorites datant de je ne sais plus combien de millions d'années, mais qui est devenu une entreprise commerciale avec des visiteurs, et qui est trop petit et pas assez profond. S'il n'est pas assez profond, ça veut dire qu'on a moins de débattement vers le nord et vers le sud pour pointer des étoiles. Et donc on peut espérer observer qu'une plus petite partie de la sphère céleste. Alors évidemment, on pourrait envisager d'avoir à différentes latitudes des cratères peu profonds qui seraient chacun spécialisés pour une petite région du ciel correspondant à la latitude. Bon, c'est envisageable. Bon, et puis alors il y a des trous faits par l'homme, dont certains assez grands. Par exemple, cette mine de cuivre au Chili qui fait, bon, vous avez l'échelle ici, 1900, j'arrive pas bien à lire, 1925 mètres, de là à là, donc à peu près 2 km en travers ici. Bon, et puis elle est assez profonde aussi. Malheureusement, elle est encore en activité, ce qui est un handicap considérable. Bon, et puis en voilà une autre qui est au Nouveau-Mexique, mais qui, elle, n'est plus en activité. Et qui serait donc peut-être éventuellement disponible. C'est aussi une mine de cuivre à ciel ouvert. Il y a un petit lac dans le fond. Ça risque d'être un peu gênant. Et il paraît qu'il y a beaucoup de moustiques qui prolifèrent là. Mais enfin, ce serait éventuellement envisageable. Mais on voit d'après les gradins de l'exploitation là que le profil est pratiquement conique, alors qu'il nous faudrait un profil sphérique. Bon, enfin ça peut peut-être se retoucher à coup de dynamite. Comme ça avait été fait à Arecibo. Vous savez que les radioastronomes ont exploité dans l'île de Porto Rico un cratère naturel. Enfin, ce n'est pas un cratère volcanique, c'est un espèce de cratère karstique taillé dans le calcaire par la dissolution. Mais qui n'est pas évidemment tout à fait sphérique, et ils l'ont retouché à coup de dynamite et de bulldozer, ils l'ont rendu assez bien sphérique, et puis en fait le miroir qu'ils ont installé dedans, en fait c'est un espèce de hamac formé d'un filet de câbles d'acier qui est suspendu et qui frôle le terrain, mais qui ne touche pas vraiment, sauf qu'il y a quelques câbles par endroits pour corriger des bosses du miroir. Ils ont mis quelques tirants reliant à des piquets au sol pour corriger la forme. Et ils ont réussi à obtenir, sur 330 mètres de diamètre, ils ont réussi à obtenir une forme de miroir qui est précise à 1 cm près, ce qui est déjà pas mal, ce qui est suffisant pour la radio. Alors évidemment, en optique, il nous faut bien meilleur, il nous faut un micron. Et ça coûte beaucoup plus cher parce que le miroir optique, ça coûte très cher du mètre carré, alors que le miroir radio en question à Arecibo, c'est simplement de la tôle d'aluminium qui ne coûte pas très cher. Bien, et j'en arrive au vif du sujet. Vous reconnaissez cette planète avec ses anneaux. Lorsque Galilée avait vu pour la première fois les anneaux, ça l'avait beaucoup intrigué. Il ne voyait pas bien, sa petite lunette n'avait pas assez de résolution pour bien voir ce que c'était. Il a déclaré que Saturne avait des oreilles, mais il n'a pas pu en dire plus. Bon, alors maintenant, aujourd'hui, évidemment, avec les fusées comme Cassini qui arrivent tout près et qui font des photos en gros plan comme celle-ci. Là, la photo a été prise à 2 millions de kilomètres par Cassini, au moment où la fusée était exactement alignée avec le Soleil et Saturne, de sorte que la planète cachait le Soleil. Donc on la voit par transparence, si on peut dire.
et on voit très bien les anneaux par leur lumière diffusée, ce qui a donné d'ailleurs des informations nouvelles. Et on voit dans les détails qu'il se passe des choses un peu bizarres, d'ailleurs que moi en tout cas je ne comprends pas très bien. Par exemple, cette zone un peu plus claire ici, là, je ne la comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi il y a de la lumière ici. Ça donne de l'information sur l'opacité des anneaux de façon assez précise. Alors, ces anneaux sont formés de poussière, mais aussi de blocs de neige, dont la dimension, croit-on, va de 20 cm, 10 cm à 20 mètres. Mais la plupart auraient la dimension d'une voiture. Hein. Bon. Et c'est en bonne partie la diffraction de ces blocs de neige qui crée cette lumière déviée qui vient vers l'œil de la caméra. Alors, depuis bientôt un siècle, c'est un sport classique que de guetter les occultations d'étoiles par la Lune, par un astéroïde ou par une planète. Il arrive que la Lune passe devant une étoile brillante. Et alors c'est très intéressant à observer. Beaucoup d'astronomes amateurs font ce genre d'observation, des professionnels aussi. Et il y a tout un réseau d'astronomes amateurs qui est organisé pour ça, où chacun peut savoir quand est-ce que ça se produirait exactement dans la région où il se trouve. Et on voit, c'est très spectaculaire, on voit l'étoile qui approche du bord de la Lune, et puis qui s'éteint, et au moment précis où elle s'éteint, si on enregistre, si on filme, ça donne des informations extrêmement fines sur la forme du bord de la Lune et sur la forme de l'étoile aussi. Par exemple, on s'est aperçu dans un cas que l'étoile était double, extrêmement serrée. On n'aurait pas pu la voir double avec les méthodes classiques. Et je crois que l'espacement était quelques millisecondes, 2 millisecondes, quelque chose comme ça. Mais là, on a vu la somme des deux courbes de caractéristiques qui traduisent le passage dans l'ombre. Bon, alors ces courbes, et puis alors, plus récemment, des occultations ont été filmées sur des astéroïdes et aussi sur des planètes. Bon, et ça donnait des informations extrêmement intéressantes qu'aucun autre type d'observation ne peut donner. Alors évidemment, c'est du travail à temps partiel. Hein. Ça se produit, les occultations par des étoiles brillantes, ça se produit rarement. Et les gens s'y préparent des mois ou des années à l'avance. Ça dure quelques secondes ou quelques millisecondes. Donc ce n'est pas un travail très prenant. Mais ça donne occasionnellement des informations très utiles. Bon, alors, la théorie de la diffraction permet de calculer la forme des courbes de lumière. Alors, par exemple, si vous avez un astéroïde qui a la forme d'un carré, comme ça, opaque, eh bien, à quelques millions de kilomètres, au moment où l'étoile passe juste dans l'alignement, vous avez la variation de lumière que vous pouvez mesurer avec une caméra ou avec un détecteur de lumière en fonction du temps va ressembler à ça. Là, ça représente aussi la distribution d'éclairement qu'on aurait si on mettait à la place de la caméra, qui est donc quelques millions de kilomètres en aval, un écran. Sur l'écran, on verrait une espèce d'ombre projetée par l'astéroïde, dont le profil ressemblerait à ça. Bon, mais comme en général l'alignement dérive, c'est-à-dire l'alignement ne se maintient pas parce que l'observateur est sur la Terre qui se déplace à 30 km par seconde, donc il sort de la ligne de visée.
Et donc, tout se passe comme s'il échantillonnait l'ombre projetée sur un écran. Il trace un profil de cette ombre. Bon, et alors ce profil peut ressembler à ça. Vous avez des petites oscillations dues aux effets de diffraction. Là, c'est en lumière supposée monochromatique, parce qu'en réalité, l'échelle dépend de la longueur d'onde. Et vous avez ces oscillations, vous avez une baisse de luminosité, là, puis une remontée, puis à nouveau une baisse et une remontée, etc. Bon, si l'objet est plus gros, ça prend cette allure-là. Alors que d'après l'optique géométrique, si on raisonne en termes de rayons, on devrait avoir du tout ou rien. On devrait avoir la courbe en pointillé ici, et un profil carré. Bon, mais à cause de la diffraction et des effets d'interférence, on a ces oscillations ici qui correspondent au fait que par moment, la lumière venant d'un bord se trouve en opposition de phase avec la lumière venant de l'autre. Donc vous avez une interférence destructrice, donc vous avez moins de lumière. Au contraire, là, vous avez une interférence constructive. Bon, et puis là, pour un astéroïde encore beaucoup plus grand, vous avez ce genre de choses. Bon, alors là, c'est la même chose, mais en diagonale. C'est le même carré, mais en diagonale. Bon, ça ressemble un petit peu. Là, c'est pour un rectangle. Là, c'est pour un cercle. Bon, alors pour un cercle, c'est plus symétrique. La figure est de révolution. Si on avait un grand écran, on verrait une tache de révolution. On verrait pleine lumière à l'extérieur, là où la lumière n'est pas affectée par l'écran, par l'occulteur, par la planète. Et puis des parties sombres ici. Et vous avez toujours un pic brillant au milieu qui arrive au même niveau que la partie extérieure, qui n'est pas affectée. Bon, on appelle ça le pic de Poisson. Bon, c'est dû au fait que toutes les vibrations qui arrivent au milieu ici sont en phase à cause de la symétrie, donc vous avez une interférence constructive. Bon, et puis si le disque est plus grand, ça s'élargit, mais le pic, lui, devient proportionnellement plus étroit. Et puis là, il devient encore plus étroit, ce qui fait que si vous avez un très grand disque, comme la Lune par exemple, il vous reste très peu de lumière. Le maximum du pic, c'est toujours 1, mais comme il devient très étroit, en fait, il y a très peu de lumière dans le pic, et donc il devient de plus en plus difficile à détecter. Alors, ce genre d'observation donc, donne des informations à très haute résolution. Si votre étoile est double, par exemple, eh bien, vous allez voir, si vous observez ça, par exemple, vous allez voir une superposition de deux courbes pour chacune des étoiles, mais légèrement décalées sur l'écran où on projette, ou bien dans le temps si on ne projette pas sur un écran, si on regarde simplement avec un petit télescope. Bon, donc vous avez deux courbes décalées, donc vous verrez ce pic dédoublé, par exemple. Bon, et la sensibilité est extrêmement grande, des millisecondes ou des fractions de millisecondes si votre écran est très loin, est très éloigné. Bon, déjà, lorsque vous regardez le lever d'une étoile dans le ciel et que vous avez une montagne à côté et que vous voyez l'étoile qui se lève sur la montagne, eh bien, si l'étoile est double, vous verrez deux pics. Vous verrez quand la première étoile apparaît, vous verrez apparaître quelque chose comme ça, et puis lorsque la deuxième étoile apparaît, vous verrez en plus un deuxième flash. Alors certains se demandent si les anciens n'avaient pas déjà détecté le compagnon de Sirius il y a des milliers d'années par ce genre d'effet. Alors le compagnon de Sirius est très peu brillant. C'est une étoile naine blanche. Il a été découvert avec des télescopes au XIXe siècle, par Bessel, si j'ai bonne mémoire. Et il est très difficile à voir.
De nos jours encore, il faut avoir un bon télescope et une bonne nuit sans turbulence pour arriver à voir près de l'étoile très brillante qu'est Sirius, un petit point brillant extrêmement faible qui se trouve tout près. Bon, mais il paraît que en Afrique, la tribu des Dogons ont un rite qui se répète tous les 75 ans avec une fête spéciale concernant Sirius, et que cette période de 75 ans correspond à la période du compagnon de Sirius qui fait le tour de l'étoile, et que c'est une coïncidence surprenante, et que les anciens savaient peut-être déjà que Sirius avait un compagnon qu'on a tant de mal à voir de nos jours. Alors, est-ce que les anciens auraient pu observer le lever de Sirius sur une montagne lointaine et voir ce flash double dû à l'étoile et à son compagnon? Bon, la question est ouverte, il y a des gens qui y croient. Si vous avez des idées sur la question, ça nous intéresse. Bon, alors revenons au... Alors, donc la question, donc ces observations, il faut que j'y revienne encore, excusez-moi, bon, nous donnent une information très intéressante, mais pas sous forme d'image. Bon, on n'arrive pas à partir de ça à reconstruire une image à haute résolution de notre étoile. Bon, alors, revenons. Est-ce qu'on peut exploiter mieux l'information pour essayer de reconstruire une image? Alors, il y a quelques semaines, j'ai reçu un article expertisé sur une expérience faite par des collègues, Laurent Quéclin et son équipe, où ils ont pu utiliser une zone de Fresnel à la place d'un miroir pour former une image de la Lune, et puis ensuite justement de Sirius et de son compagnon. Alors ça, c'est une vieille idée. Peut-être que ça date de Fresnel lui-même. Fresnel avait inventé les zones de Fresnel. Les zones de Fresnel, qu'est-ce que c'est? C'est un carton noir dans lequel on découpe des cercles concentriques et de plus en plus fins vers l'extérieur. Bon, et ça a la propriété de focaliser la lumière par diffraction, du moins pour une longueur d'onde. Alors on peut imaginer en faire des très grandes comme ça, éventuellement des lancer dans l'espace, en faire qui ferait 10 mètres ou 100 mètres de diamètre, qui se comporterait un petit peu comme un miroir géant en focalisant la lumière. Alors, Laurent Quéclin et son équipe ont fait des essais sur la grande lunette de Nice, qu'ils ont utilisée comme grande lunette de l'observatoire de Nice, qu'ils ont utilisée comme support pour porter une zone de Fresnel à un bout et une caméra à l'autre bout. Et ils se sont amusés à photographier la Lune, Sirius et son compagnon, etc. Et ça a assez bien marché. Bon, et alors en lisant cet article, je me suis demandé, mais si on essayait d'utiliser une zone de Fresnel naturelle, désorganisée, enfin, qui n'aurait pas la géométrie d'une vraie zone de Fresnel, mais qui néanmoins diffracterait la lumière, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de reconstruire une image de la source lointaine avec une résolution meilleure que ce que donnent nos plus grands télescopes, en faisant une espèce de télescope fantôme qui serait beaucoup plus grand? Bon, alors l'idée c'est ça. Vous avez les anneaux de Saturne qui sont ici, ou un diffuseur quelconque, qui n'a pas la régularité d'une zone de Fresnel, qui est aléatoire. Bon, les anneaux de Saturne, c'est des blocs de neige aléatoires, on a vu. Vous avez une onde plane qui vient de votre étoile lointaine, avec ses rayons ici. Elle traverse l'anneau de Saturne, et chaque particule devient la source d'une ondelette, comme disaient les anciens, Fresnel, etc. Huygens. Donc voilà l'ondelette diffractée par une particule. Tout se passe. Alors on peut raisonner par exemple comme si toutes les particules étaient en fait des petits trous. Imaginez que vous ayez une grande feuille d'aluminium ici, que vous percez des milliers ou des millions de trous d'épingle dedans, au hasard.
et que vous éclairez par derrière, et bien chaque trou devient une espèce de source de lumière, diffractant une onde sphérique ici. Bon, alors le cône de diffraction est d'autant plus évasé que les trous sont fins. Vous savez que si les trous font par exemple 10 longueurs d'onde de diamètre, eh bien le cône fera en gros 1 dixième de radian. Cet angle fera en gros 1 dixième de radian, c'est-à-dire 5 degrés 7. Donc selon la dimension des trous, ça va arroser plus ou moins large. Bon, et puis alors en aval, très loin, à des milliers ou des millions de kilomètres, vous avez un télescope avec lequel vous visez votre anneau de Saturne, lui-même éclairé par l'étoile qui est derrière. Bon, alors votre télescope, il en forme, alors vous le prenez le plus grand possible évidemment, il forme une image de cet anneau de Saturne du côté de l'oculaire ici, près du foyer, disons ici, vous pouvez... Alors cette image, à quoi elle ressemble? Alors vous voyez votre anneau de Saturne. Si vous supposez que votre étoile lointaine est monochromatique, vous aurez dans cette image, au lieu qu'elle soit uniforme, supposez que l'anneau de Saturne soit à peu près uniforme comme luminosité, eh bien cette image, elle ne va pas être uniforme, mais avoir des speckles. Si la lumière est monochromatique, vous allez avoir un effet de cohérence, d'interférence, vous allez avoir des speckles dont le diamètre, une tavelure dont le diamètre, dû aux interférences constructives et destructives, et le diamètre de cette tavelure va être une question de diamètre du miroir, de l'ouverture du télescope ici. Bon. Et si vous mettez ici une optique adaptative, c'est-à-dire un miroir déformable, eh bien, vous pouvez essayer de mettre en phase tous les speckles qui ont des phases aléatoires, auquel cas vous aurez ici sur une caméra, tiens la caméra a disparu, le projecteur a bouffé le bord. Sur une caméra que vous mettez ici, vous aurez toute la lumière qui arrive en phase de tous les speckles, vous aurez donc une image, vous aurez donc un pic d'interférence étroit ici. Bon, alors si votre étoile est double maintenant, vous allez avoir un deuxième plan d'onde légèrement incliné, ici, et vous allez avoir ici, dans le plan image de ça, vous allez avoir des speckles légèrement décalés. Bon, et ça veut dire aussi que l'optique adaptative va en donner légèrement décalé, mais très peu. Pas assez pour perturber l'optique adaptative si je suppose que l'étoile est très serrée. Et du coup, vous allez avoir une image double ici, qui va être vraiment une image de l'étoile double. Bon, alors ça c'est en théorie, on n'a pas encore vérifié, ne serait-ce qu'en laboratoire. Alors, les opticiens ont l'habitude d'utiliser des sphères de référence pour repérer les trajets, les longueurs de trajet de lumière, les chemins optiques, ils appellent ça. Alors, le premier réflexe d'un opticien quand on lui montre un dessin comme ça, c'est de dire « Ah, ben, je prends une sphère de référence dont le centre est ici et la sphère est ici. » Et ça va me permettre de chiffrer les écarts de trajet optique des différents rayons. Alors, par exemple, la lumière qui passe sur l'axe ici fait un trajet plus court que la lumière qui vient au bord parce qu'elle a fait ce petit bout en plus, c'est-à-dire l'écart entre le plan d'onde ici et la sphère de référence qui est ici. Bon, et l'opticien vous dira, à ce bout-là aussi, on se fait une sphère de référence, c'est celle qui est en pointillé ici, dont le centre est là, et on démontre facilement que d'une sphère de référence au point correspondant sur l'autre ici, on a les mêmes longueurs de trajet optique pour tous les rayons. Bon, en principe, les rayons n'existent pas, mais dans certains raisonnements, on les utilise quand même. Et on va retrouver les écarts qui se trouvent ici entre la sphère et le plan, on va les retrouver ici, entre cette sphère-là et
et la surface de chemin optique égal qui va être ici. Bon. Alors, ces écarts ici, si on veut travailler en lumière non monochromatique, ce qui est le cas en général, parce que la lumière monochromatique, c'est bien commode quand on a un laser, mais quand on n'a pas de laser, qu'on a une étoile, on a toutes les couleurs, et si on essaie de la rendre monochromatique en mettant un filtre étroit, eh ben on perd presque toute la lumière, on n'a plus beaucoup de lumière. Donc on essaie de travailler en lumière aussi large au point de vue bande spectrale que possible. Bon, alors pour ça, il faut compenser l'essentiel de cet écart de chemin optique. Et ça peut se faire avec une lentille, qu'on met ici. Bon. Mais il va rester des petits résidus produisant des phases différentes dans les différents speckles. Et c'est pour ça qu'il faut mettre ici une optique adaptative qui va corriger ces résidus pour former une interférence constructive ici. Bien, alors en regardant de plus près alors ça c'est un agrandissement des petits trous dans l'écran là. Alors si c'est des particules au lieu d'être des petits trous, ça revient presque au même. Donc vous avez des petits trous dans l'écran, là vous avez l'onde plein incidente, et chaque trou devient la source d'une ondelette sphérique qui diverge à partir du trou. Et donc vous avez la superposition de ces petites ondelettes. Et ensuite c'est... Oula, il y a eu une occultation là. Ah, c'est simplement l'ordinateur qui s'est endormi. Je commence à tripoter les connecteurs. Et le télescope va faire une image de ces petits trous, mais il n'a pas assez de résolution typiquement pour résoudre ces petits trous, pour les séparer, mais il se forme ici, dans le plan image, non pas une image de chaque trou individuel, mais une image filtrée qui a des speckles, c'est-à-dire plusieurs trous. Le télescope, le Rizal du télescope, c'est-à-dire l'élément résolu par le télescope, est typiquement plus grand que la dimension des trous. Si vous projetez cet élément résolu ici, il va couvrir plusieurs trous. Donc on peut dire que plusieurs trous contribuent à un seul speckle ici. Donc vous avez une interférence de la lumière venant de ces différents trous. Le résultat de cette interférence peut être constructif ou destructif. Donc d'un Rizal à l'autre, vous aurez plus ou moins de lumière, et c'est ce qui produit ces tablures ou speckles. Bon, alors, j'ai regardé un peu plus près la façon dont ça se passe. Alors, ici aussi, vous avez des speckles. Bon, et ces speckles, leur dimension sur la lentille, là et sur la lentille et au-delà, si on met un écran à côté, là on verra, ça continuera. Leur dimension est la même que celle des particules ou des trous. Bon, un raisonnement simple le montre. Or, la dimension des trous détermine le flux de lumière qui arrive là, et notamment le flux de lumière par speckle. Bon, c'est important de savoir s'il y aura assez de lumière pour exploiter ce genre de méthode. Chaque fois en optique, à chaque fois qu'on met un diffuseur quelque part, on perd énormément de lumière, il reste très peu de lumière. Il reste très peu de lumière pour travailler. Bon, et je parlais tout à l'heure de projeter les Rizal qui sont ici sur l'écran, sur le diffuseur, ce qu'on peut faire, et on a une espèce d'ouverture virtuelle ici. Bon, dont le diamètre est déterminé par cet angle-là, l'angle de diffusion des particules ou des trous.
vous voyez que cet angle-là signifie que cette particule-là envoie de la lumière dans tout ce cône ici. Et les particules qui sont au bord extrême sont celles pour lesquelles le cône éclaire à peine le télescope. De sorte que cet angle-là, ici, est égal à cet angle-là. Et ça détermine un certain diamètre ici. Et toutes les particules qui sont contenues dans ce diamètre vont envoyer de la lumière vers le télescope, et celles qui sont en dehors de ce diamètre ne vont pas envoyer de lumière vers le télescope. Donc le télescope n'exploite que la lumière qui est envoyée par ce diamètre. C'est ce que j'appelle l'ouverture virtuelle. Tout se passe comme si on avait une ouverture géante sur Saturne, qui peut faire des kilomètres ou des milliers de kilomètres, et qui envoie de la lumière vers le télescope. Et tout le problème est de voir si on arrive à exploiter cette lumière pour faire une image, et profiter de la résolution considérable qu'offrirait l'ouverture géante. Bon, alors on montre que le nombre de Rissell dans l'ouverture virtuelle est égal au nombre de speckles ici. On démontre aussi que le nombre de speckles ici, dans l'image de l'ouverture virtuelle, est aussi le même que le nombre de speckles ici. Bon, alors Saturne, vous avez déjà vu ces belles images récentes produites par la sonde Cassini, qui ont permis de découvrir davantage de satellites. Là, vous avez un petit point blanc qui est l'un des satellites. Je crois qu'on en est à 200 satellites détectés actuellement. Et les blocs de neige qui constituent les anneaux circulent à une vitesse très élevée. La période est de l'ordre du jour. Il faut à peu près un jour, sauf erreur, pour faire un tour complet pour une particule qui est ici au bord. Donc ça va extrêmement vite. C'est un manège endiablé. Bon, alors, ça c'est la photo qui a été prise avec le Soleil juste derrière et cachée par Saturne, ce qui met bien en évidence les anneaux. Et donc, imaginez une étoile lointaine qui envoie ce rayon de lumière quelque part sur l'anneau, de préférence dans la partie qui est à l'ombre du Soleil, pour ne pas être gêné par la lumière du Soleil. Bon, mais là, l'ombre du Soleil, là, on ne la voit pas parce qu'elle est là. Bien. Et l'anneau va vous diffuser de la lumière dans un cône, ici. Et à une certaine distance, vous mettez un télescope. Alors, quelle distance ? En gros, ça dépend de quelle dimension de particules vous comptez exploiter dans le diffuseur. Plus les particules sont petites, plus le cône est large, et inversement. Bon, alors supposons qu'on mette alors ça fait 120 000 km du centre au bord de l'anneau, là. Si on met un télescope à 200 000 km, à peu près ici, on peut essayer de le maintenir dans les parages en lui faisant décrire une orbite comme ceci, qui aurait elle-même une période de l'ordre du jour, de sorte qu'une partie du temps, il sera en bonne position pour ramasser la lumière venant des particules. Bon, alors évidemment, c'est quand même ce serait quand même un projet très lourd d'aller mettre un télescope en orbite là-bas. Il faudrait déjà très longtemps pour l'y amener. La sonde Cassini, il lui a fallu, je ne sais plus combien d'années de voyage, une dizaine, donc quelque chose comme ça. Alors, on pourrait aussi essayer d'exploiter le diffuseur depuis la Terre. Bon, mais c'est pas facile, il faudra un très grand télescope. Ça pourrait convenir peut-être avec un ELT, c'est-à-dire ces nouveaux télescopes de 30 mètres ou 42 mètres qui sont en projet actuellement, ou bien peut-être avec un hypertélescope plus grand encore. Alors ici, vous voyez Saturne, vous voyez son anneau
incliné ici. Et vous voyez qu'une moitié est dans l'ombre du Soleil qui est par là. Et voilà donc... alors la zone d'ombre, donc il y a en général une zone d'ombre dans les anneaux, très large, qu'on peut exploiter. Et il faudrait donc avoir un télescope éventuellement par ici. Bon, voilà une autre orbite possible qui serait peut-être exploitable, qui serait moins inclinée que la précédente. Comme les particules vont extrêmement vite dans l'anneau, il serait bon que le télescope aille à la même vitesse, si possible, ou presque à la même vitesse, pour pouvoir geler le mouvement des speckles. Si vous laissez défiler les particules dans le diffuseur, les speckles défilent aussi, enfin ils défilent aussi, très vite. Et donc votre optique adaptative, il faut qu'elle ait une réponse très rapide, ce qui pose un problème parce qu'elle n'aura pas assez de photons pour l'activer. Si par contre le télescope accompagne le mouvement de l'anneau, vous aurez une durée de vie beaucoup plus longue des speckles et ça se passera mieux. Alors si vous mettez une orbite comme ceci pour le télescope, eh ben, le télescope aura à peu près la même vitesse que cette zone de l'anneau et donc vous bénéficierez de cet allongement de durée de vie des speckles. Bon, mais il n'y a pas que Saturne comme diffuseur dans l'espace. Très récemment, il y a 2 mois, 3 mois, a été photographié cet astéroïde, Hartley 2. Et à la grande surprise des opérateurs, ils se sont aperçus qu'il était dans une espèce de tempête de neige. Il y a des flocons de neige qui se baladent autour et qui semblent être fabriqués par des geysers. Il y a des trous là par lesquels sort quelque chose et ça retombe en flocons de neige. Bon, et ces flocons, ils feraient de l'ordre du centimètre comme dimension. Alors ça peut peut-être faire un diffuseur intéressant, d'autant que ça doit bouger très lentement, parce que la gravité d'un astéroïde est extrêmement faible et toute particule qui se balade autour a des mouvements extrêmement ralentis. Et ça, c'est intéressant pour exploiter ce genre de diffuseur naturel. Bon, et puis un autre diffuseur naturel, mais il n'est pas si naturel que ça, il est même très artificiel, c'est la Station spatiale internationale, que voici, qui se balade vers 340 km d'altitude, et qui, après les dernières extensions, ressemble à ça, avec d'immenses panneaux solaires dans tous les sens, des poutrelles, d'autres poutrelles ici, etc., qui font d'excellents... Bon, ça n'a pas tout à fait la forme d'une zone de Fresnel. L'idéal, ce serait d'avoir la forme d'une zone de Fresnel. Ça n'a pas tout à fait la forme, mais ça diffracte pas mal la lumière, et donc ça va collecter pas mal de lumière. Alors c'est envisageable depuis la Terre, depuis le sol, de pointer un télescope dessus, gros ou petit, au moment où une étoile passe derrière, et la dimension, c'est de l'ordre d'une centaine de mètres, donc ce serait équivalent au point de vue résolution à ce que donnerait un télescope de 100 mètres. Bon, mais ça durera, l'occultation durera très peu de temps, 10 millisecondes typiquement, ce qui est très peu. Mais, comme on connaît d'avance la géométrie de la station, on peut calculer d'avance les corrections de phase pour l'optique adaptative. Et donc, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière pour activer l'optique adaptative. Et donc, c'est peut-être un facteur favorable. Bon, alors, est-ce que ce serait à la portée d'astronomes amateurs avec leur petit télescope ?
c'est à regarder de plus près. On pourra en particulier suggérer à tout un groupe d'astronomes amateurs de venir avec leur petit télescope, de les disposer en ligne sur le sol pour suivre la trajectoire de l'occultation vue du sol et avoir ainsi plus d'informations. Bon, mais y a-t-il d'autres types de diffuseurs dans l'univers? Il y a déjà les atomes résonants gazeux, genre sodium, rubidium, etc., qui sont des diffuseurs extrêmement efficaces. Bon, mais ils sont trop petits. J'ai dit tout à l'heure que la quantité de lumière qui arrive dans un speckle sur l'optique adaptative est la même que la quantité de lumière qui vient d'un élément, d'une particule du diffuseur. Bon, et si le diffuseur est très petit, si ces particules sont très petites, elles vont recevoir très peu de lumière de l'étoile lointaine, et donc on n'aura pas assez pour activer l'optique adaptative. Donc on ne peut pas travailler avec des très petites particules, il faut que ce soit des grosses particules. Alors les blocs de neige des anneaux de Saturne conviennent bien au point de vue dimension, mais les très petites particules que sont des atomes de sodium seraient trop petites, donc ça ne va pas. A priori, ça ne va pas. Bon, alors il y a les effets diffractifs dont j'ai parlé, et puis on peut penser aux effets gravitationnels. Après tout, un amas d'étoiles, une galaxie lointaine, c'est un espèce de diffuseur qui agit par effet de l'antigravitationnel. Une seule l'antigravitationnelle, c'est-à-dire une masse ponctuelle qui dévie un peu la lumière, est exploitable par ce genre d'effet, puisqu'elle produit un anneau d'Einstein. Si on se trouve juste dans l'alignement, on voit l'anneau d'Einstein, et on peut l'exploiter pour avoir de l'information sur la structure d'une source d'arrière-plan lointaine. Et récemment même, notre collègue Jean Surdège, qui est à Liège et qui avait fait 2 fois un séminaire ici, a proposé de rajouter derrière un télescope une optique qui corrige les défauts, les aberrations optiques d'une lentille gravitationnelle, d'une vraie lentille gravitationnelle dans l'espace, pour améliorer la qualité de l'image que ça produit. Bon, alors on peut aussi penser à une lentille gravitationnelle multiple ou un nuage, un amas de masse fonctionnant comme des lentilles gravitationnelles, que voici 3 étoiles. Alors évidemment, il faudrait qu'elles soient sombres, ces étoiles, qu'elles n'émettent pas de lumière, parce que leur lumière va gêner. 3 trous noirs, ce serait très bien. Mais enfin, des naines brunes, ça peut aller à la rigueur. Bon, alors chacune des lentilles gravitationnelles vous distord l'onde lumineuse. Vous avez une onde lumineuse plane qui vient d'une étoile lointaine, ici. J'aurais dû la représenter. Et après le passage sur les lentilles gravitationnelles, elle est tordue avec un profil en fonction log. Bon. Et on peut dire que la forme de l'onde, après ce passage, c'est une convolution de la courbe log provenant d'une lentille avec la forme de l'onde. Bon. Et vous voyez ici que cette inclinaison de l'onde correspond à une déviation du rayon, de sorte que si vous avez un observateur à l'endroit où ce rayon-là et le symétrique là se croisent, vous verrez un anneau d'Einstein qui passe ici et là. Et on peut dire aussi que ça sert de diffuseur, et on peut se demander si c'est pas exploitable. Bon, pour l'instant, ça m'a l'air difficile d'exploiter, mais ça mérite peut-être de regarder de plus près. Bien, eh bien j'ai fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je parlerai de l'hypertélescope dans l'espace, l'interféromètre dans l'espace. Nous avons le temps pour quelques questions.